Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir à la FNAC Montparnasse pour vous présenter le romancier Patrick Deville et son nouveau roman qui s'appelle Peste et choléra. Patrick Deville, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, on parle beaucoup de vous en ce moment, ces derniers temps. La presse ne tarit pas d'éloges sur votre livre. La FNAC vous a couronné par le prix du roman FNAC. Et même les jurés du prix Goncourt vous ont sélectionné dans leur première liste qui comporte 12 romans. Donc on parle beaucoup de vous, à juste raison, pour un roman centré sur un personnage inconnu du grand public, un savant, un explorateur dénommé Alexandre Yersin. Et ce livre est en train de séduire le public. On déroule souvent l'histoire des sciences comme un boulevard qui mènerait droit de l'ignorance à la vérité, mais c'est faux. C'est un lacis de voies sans issue où la pensée se fourvoie et s'empêtre. Une compilation d'échecs lamentables et parfois rigolos. Elle est comparable en cela à l'histoire des débuts de l'aviation, eux-mêmes contemporains des débuts du cinéma. De ces films saccadés en noir et blanc où l'on voit se briser du bois et se déchirer de la toile. Des rêveurs icariens harnachés d'ailes en tutu courent les bras écartés comme des ballerines vers le bord d'une falaise, se jettent dans le vide et tombent comme des cailloux, s'écrasent en bas sur la grève. Qui était Alexandre Yersin ? Alors, qui était-il pour résumer brièvement sa vie, il naît suisse, à Morges, dans le canton de Vaud, où je serai dès demain matin. Il est absolument bilingue. Il choisit de faire des études de médecine. Il les commence donc en Allemagne, à Marbourg. Et puis ensuite, pour des raisons qui ne sont pas politiques, il choisit de venir poursuivre ses études de médecine à Paris, pour des raisons uniquement pédagogiques, parce qu'à Paris, depuis la l'ANEX, c'est le modèle patronal, et on enseigne la médecine au chevet du malade et pas en chair. Et c'est une caractéristique de Yersin. Toute sa vie, c'est un homme pragmatique, il a besoin de voir, de toucher, d'observer, ça n'est pas un théoricien. Et c'est un génie scientifique. En 2 ans, avant même d'être médecin, il fait des découvertes très importantes. Et il s'en va, il devient marin, il deviendra ensuite explorateur, il a une vie rocambolesque, il devient ensuite le roi du caoutchouc, le roi du quinquennat, il crée des instituts Pasteur, il introduit la première voiture automobile en Asie. Et par le fait, il est le premier à créer une station-service en Asie. En 1894, donc il a 31 ans, il y a une épidémie de peste en Chine du Sud et à Hong Kong. Et c'est là, donc à l'âge de 31 ans, qu'il identifie le bacille de la peste qui porte désormais son nom. En effet, et c'est pourquoi souvent le bacille de la peste s'appelle encore aujourd'hui Yersinia pestis en latin. Mais lui veut absolument, il est suisse, qu'on l'appelle Yersin. Et il a déjà, à ce moment-là, en 1994, il a déjà été un brillant chercheur de l'Institut Pasteur. Il a déjà été médecin de bord sur les paquebots des messageries maritimes. Il a été affecté à la ligne Saigon-Manille, puis Saigon-Haiphong. Il a à nouveau démissionné, il est devenu explorateur professionnel, il continue à publier dans les annales de l'Institut Pasteur, donc dans le 15e arrondissement, mais il publie aussi des rapports d'expédition à la Société de géographie du boulevard Saint-Germain. Pasteur lui-même lui envoie des télégrammes, et Émile Roux, en lui demandant de se précipiter à Hong Kong sur une épidémie de peste. Et là, en 2 coups de cuillère à peau, comme tout ce qu'il fait, il identifie le bacille de la peste. Il y a une grande concurrence avec les Japonais, les Allemands. Enfin, c'est un peu aussi ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est-à-dire qu'en arrière-plan, Yersin vit du Second Empire à la Seconde Guerre mondiale. C'est un siècle extrêmement bouleversé.
Donc il vit la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40. Il meurt en 43 dans l'Indochine sous occupation japonaise, l'actuel Vietnam. Et là, à Hong Kong, en un rien de temps, il identifie le bacille de la peste en passant. Pour faire plaisir à ses amis pasteuriens, il leur emplit des fioles en verre de bacille de la peste qu'il expédie à Paris par navire, des fioles scellées. Et il écrit à Pasteur et à Roux et à Calmette, voilà les bacilles de la peste. Je ne suis pas en peine que vous trouviez avec cela très vite le vaccin. Et il se met à faire autre chose. Et c'est un an après, parce qu'on tourne en rond dans le 15e arrondissement et qu'on trouve que c'est un peu dangereux de continuer à garder des bacilles de la peste au milieu de Paris, parce qu'il suffirait d'une maladresse pour que cela se brise et qu'on n'a pas le vaccin. On lui demande de revenir à Paris et là encore, en un rien de temps, il va élaborer le vaccin antipesteux, à la fois le vaccin curatif et préventif. Et là, il y a une nouvelle épidémie de peste en Chine. Il part pour Canton et il est le premier homme à guérir un pestiféré. Voilà. Mais enfin, ce qu'il y a d'intéressant avec Yersin, c'est que quasiment tous les 5 ans, il y a quelque chose qui suffirait à une vie, quoi. Vous avez parlé du narrateur comme d'un fantôme du futur. C'est quoi un fantôme du futur? Oui, parce que là, Yersin meurt en 43. Et moi, je voulais tout de même réussir dans ce livre à raconter, d'une part, toute la vie de Yersin, magnifique, la vie de cette petite bande des jeunes pasteuriens qui entourent le vieux Pasteur, et puis donc qui traverse la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40. Mais j'avais envie de pouvoir aussi dire un mot sur ces lieux-là aujourd'hui, en 2012. Donc j'invente ce fantôme du futur qui en fait suit Yersin pendant toute sa vie, ce qui n'était pas très difficile parce qu'il a toujours vécu dans des lieux extrêmement beaux d'une part, et extrêmement confortable d'autre part. Donc comme moi j'ai aussi suivi Yersin autour du monde, et donc profitant de cela, je mêle à cette histoire ce fantôme du futur qui, qui évidemment n'intervient pas, ou à des moments, voilà, on frôle la littérature fantastique, parce que j'imagine qu'effectivement, voilà, j'imagine ce fantôme du futur au moment où on remet à Yersin le grand ordre, non, la grande croix de l'ordre du dragon d'Annam à Dalat. Comme moi, on m'a remis la grande croix de l'ordre du dragon de la FNAC. Donc c'est une assimilation assez facile. Et donc ça me permet aussi là de parler du futur. Parce que ça se passe en 1935 à Dalat. Et donc 4 ans après, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'invasion de l'Indochine par les Japonais. Ce sont les Français dans les camps, les militaires français massacrés. Et puis ensuite, c'est ce qu'on sait, 10 ans après, Dien Bien Phu, le départ des Français, la guerre du Vietnam, la défaite des Américains, l'arrivée des Soviétiques. Je voulais tout de même que ce livre me permette d'aller jusque-là, en utilisant le vecteur de ce fantôme du futur. Émilie dilapide l'argent des guenons pour des poules. Elle investit son modeste magot dans la construction et l'équipement d'un grand poulailler modèle à Launay. Yersin essaie de l'en dissuader, autant pisser dans un violon. Ces deux-là sont d'espèces jumelles et leur entêtement est sans limite. Émilie devient la première importatrice en France d'un aliment américain en granulés absolument moderne pour la volaille, le foule au PEP. Elle mène des expériences et chaque jour en consigne les résultats dans un carnet, le nombre d'œufs et la prise de poids des poulets à viande. Elle publie des chroniques dans La vie à la campagne et dans La terre vaudoise. Bien qu'il apprécie tout particulièrement les œufs de poule, lesquels constituent avec les légumes la base de son alimentation, Yersin jusqu'alors avait porté peu d'attention à sa basse-cour, des petites poules anamites, grises et anonymes en liberté grattant la terre devant la maison, auxquelles il interdit l'accès au potager. Il les voit à présent d'un autre œil, et elles aussi. Elles le regardent en clignant de la paupière, avec ses petits hochements de tête penchés en cascade, comme mécaniques,
sentent bien qu'ils couvrent quelque chose et qu'elles vont devenir des poules scientifiques. Les pasteuriens, comme chacun sait, doivent beaucoup à la poule. Yersin décide d'améliorer par croisement la variété locale. Sa sœur lui fait parvenir un grand coq vaudois pour ses poulettes adamites. Et là, sans doute, c'est la petite bande des Freudiens qu'il faudrait interroger sur cette incestueuse procuration. Les poulettes ébouriffées n'ont pas vu le coup venir, elles prennent goût à la recherche scientifique.